Vous êtes sur Sud Radio, on vit le rugby évidemment sur notre antenne jusqu'à 23h avec cette 4e journée de Pro D2 qui a bien commencé avec le succès difficilement face à Dax, il faut le dire, 19-13 actuellement, 7 grâce à un essai de Stéphane Ahmed il y a quelques instants dans ce Stade Sapiac qui se refait une beauté. On notera aujourd'hui l'organisation de Siki Mbuzo Noche, un peu surdimensionné pour la Pro D2. S'il est aussi performant qu'il l'a été avec les Sharks, il devrait rapidement arriver en top 14. À suivre le donc de cette équipe de Montauban qu'on va suivre jusqu'à 21h. Et on aura multiplex dans quelques minutes sur Radio. On est avec Philippe Spanghero. On accueille aussi William, notre auditeur de Brive. Salut William. Ouais, salut Bruce. Ça fait plaisir de t'avoir sur Sud Radio, William, avec Philippe Spanghero, et on va parler des enjeux des équipes. C'est un en avant, c'est simple en avant, point. Sud Radio, la radio du rugby. Des millions, vous êtes charmante. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? Où est l'argent? Où est l'argent? C'est mon truc, non, c'est rien, chien. En fait, j'ai retiré de l'argent. Take my money. Le 15 de France et les enjeux des équipementiers. La Fédération française de rugby a décidé donc d'assigner en justice son ancien équipementier, le Coq Sportif, pour 5,3 millions d'euros d'impayés. Fin juin d'ailleurs, le journal L'Équipe avait révélé que le COJOP, l'institution olympique, avait été fin mai 2,9 millions d'euros à RSIS, qui gère donc le Coq. C'est une marque française mythique mais constamment en difficulté, qui quitte, enlève son logo des maillots du 15 de France pour les prochaines années. Ça a été quand même une longue bataille, on va dire une sorte de mariage court, Philippe Spanghero, entre une marque française et le 15 de France, mais ça s'est malheureusement mal fini. Oui, ça s'est malheureusement mal fini. Alors, est-ce que à l'époque, quand la gouvernance de l'époque avait fait le choix du Coq Sportif, ils avaient été assez vigilants sur les garanties financières? C'est une question qu'on peut se poser, parce que même si l'histoire était belle de retrouver une marque française comme équipementier et revenir un peu à l'histoire des années 80, notamment au moment où le Coq Sportif était affiché sur les maillots de la grande équipe du 15 de France, notamment entraînée par Jean-Pierre Rive. Force est de constater que l'enjeu était peut-être un peu trop gros pour le Coq Sportif. Donc aujourd'hui, la situation est assez simple. En fait, les dettes du Coq Sportif se sont accumulées au fil des ans. Et l'année dernière, au moment de la Coupe du Monde, il y a eu une négociation entre la fédération et le Coq Sportif pour un épurement de la dette, étant entendu qu'il y avait la Coupe du Monde de rugby qui allait devoir renflouer les caisses, qui était censée renflouer les caisses du Coq Sportif d'abord, puisque ça a été quand même une très grosse réussite commerciale. Les ventes de maillots estimées pendant cette période étaient autour de 8-9 millions d'euros. Elles ont fini à 20 millions d'euros, malgré le parcours français stoppé en quart de finale. Il y a eu un très fort engouement et donc les ventes ont été très importantes. La fédération pensait à ce moment-là que le Coq Sportif allait recouvrir sa dette. Et puis ensuite, il y a eu les Jeux Olympiques où là, on pensait vraiment que le Coq Sportif allait régler définitivement ses problèmes de trésorerie. C'est aussi ce qu'a pensé le COJO au moment où ils ont prêté au Coq Sportif pour leur permettre de passer cet orage juste avant les Jeux. Et force est de constater qu'aujourd'hui, le Coq Sportif est pas en mesure d'assumer sa dette. Et vu la situation financière quand même compliquée de la fédération, cette dette, elle est assez colossale. Exactement, une dette colossale. Alors il y a un changement d'équipementier qui est à venir. Comment ça se déroule, un changement d'équipementier, Philippe Spanghero? Ça se déroule de façon assez simple. C'est un appel d'offres sur deux parties, la partie équipement, dotation, et la partie cash. Donc à l'échelle du rugby, la partie dotation, elle prend une place prépondérante, parce que pour un équipementier, on sait que le marché du rugby au niveau mondial, il est assez limité en termes de vente de merchandising. À l'échelle du rugby, si vous prenez par exemple ce qui se passe au niveau de la France, dans les clubs, le merchandising représente en moyenne un peu moins de 10% du chiffre d'affaires des clubs. Donc vous voyez que c'est une partie pas neutre, mais à la fois c'est pas extrêmement significatif.
Non, c'est pas un énorme enjeu. Et l'enjeu principal pour la fédération, d'abord, c'est les équipements. Et dans la négociation du successeur du Coq Sportif, ce qui a été important, ça a été ça, parce que pour rappel, il y a 14 équipes de France à habiller. Donc, c'est des joueurs plus des staffs importants. Il y a tous les cadres techniques, il y a les salariés de la fédération. Donc, ça représente des milliers Mais comment ça se passe? Il y a un appel d'offres? Bien sûr. Est-ce que les joueurs ont leur mot à dire? Non. Comment ça se passe exactement? Non, les joueurs ont pas leur Est-ce mot que à les dire marques, elles arrivent avec des designs et tu choisis entre différents designs comme si tu étais sur un jeu vidéo ou comment ça se passe? Le design arrive après. Le design arrive après. Les grands enjeux de la négociation, c'est ce qu'on appelle l'échange marchandise, c'est-à-dire qu'on valorise les dotations à un prix, bien sûr, qui n'est pas le prix public, à un prix intermédiaire. Et on dit, voilà, la fédération a besoin de 3000 survêtements, 5000 t-shirts, 10 000 paires de chaussures, ça vaut tant. Et ça, l'équipementier s'engage à fournir en dotation, en échange marchandises, les équipements dont la fédération a besoin. Et ensuite, bien sûr, il y a une partie cash où l'équipementier rajoute du financier à sa proposition. Voilà. La nouveauté de l'appel d'offres de la fédération cette année, ça a été de demander au successeur du Coq Sportif d'intervenir de façon massive dans le développement du rugby féminin et d'offrir des enveloppes de dotation à toutes les sections féminines de clubs sur le territoire. Et donc ça a été un élément important dans la négociation parce que Adidas, la valorisation de ce qu'Adidas propose en dotation offerte pour le rugby féminin, c'est 2 millions d'euros. Donc par saison. Donc c'est quand même une grosse négociation et ça va permettre de montrer au rugby féminin l'attention qui leur est portée et le fait de les mettre dans les meilleures conditions, au moins du point de vue de la dotation. Est-ce que les liens, par exemple, entre la Fédération française de rugby et Adidas ont été, on va dire, faciles à mettre en place? Parce que la fédération a déjà travaillé avec Adidas, avec Nike, avec en fait la plupart des grandes marques. Est-ce qu'il y avait déjà, il y en a peu. C'est vrai qu'au regard du rugby mondial, quels sont les grands acteurs en termes d'équipement? Il y a Nike, il y a Adidas. Il y a Canterbury, mais qui a revu complètement sa stratégie, qui est beaucoup moins présente en Europe. Et puis, il y a un acteur qui est arrivé finalement très récemment et qui a chamboulé quand même les équilibres des partenaires historiques, c'est Macron. Oui, exactement. La marque italienne, pas Emmanuel. Macron. Macron, du coup. C'est vrai qu'il faut dire Macron. Comme pour l'Écosse. Moi, j'ai du mal avec ça, mais effectivement, pour l'Écosse, pour l'Italie aussi, hein, je crois. Je crois que c'est Macron aussi, ou Kappa. Non, c'est peut-être Kappa. Parce qu'on voit Kappa aussi, qui est très très beau maillot en top 14. C'est Macron. Et justement, est-ce qu'il y a un favori historique parmi les équipementiers du 15 de France, avec lequel ça a le mieux marché, selon toi? Adidas fait quand même figure de partenaire historique, d'abord parce que la relation a été longue dans le temps, avec forcément des parenthèses, mais a été longue. Et puis surtout aujourd'hui, ce qui est quand même intéressant, c'est que la tête d'affiche à titre individuel d'Adidas pour le rugby, c'est Antoine Dupont. Donc quelque part, quand on est un équipementier et qu'on est l'équipementier personnel du plus grand joueur du monde, finalement tout ça a du sens. Donc c'est pas l'enjeu unique, mais malgré tout aujourd'hui les plus grosses têtes d'affiche du 15 de France, elles sont sous contrat avec Adidas. Donc finalement en termes d'activation et de légitimité, c'est assez logique. Et puis le gros problème aujourd'hui, c'est ce que pèse le rugby à l'échelle mondiale des gros équipementiers. Donc le problème, c'est que les fédérations ne sont pas vraiment en position de force, parce que souvent la renégo des gros appels d'offres arrive en même temps au niveau mondial. Et les quelques gros équipementiers qui sont capables de se positionner, ils font des choix stratégiques. On a vu que les gros équipementiers avaient fait marche arrière sur le rugby ces dernières années. Moi, je me souviens, au début des années 2000, Nike était venu très fort, avait des contrats financiers individuels avec beaucoup de joueurs. Michalak notamment. Michalak, beaucoup de joueurs du Stade Toulousain, beaucoup de joueurs du 15 de France, des contrats à des montants qu'on voit plus du tout aujourd'hui, plus du tout. Et donc, ils ont changé leur fusil d'épaule par rapport à la stratégie rugby et à ce que ça pèse dans la politique mondiale. Et donc, c'est vrai que c'est difficile pour les fédérations parce que pour qu'une négo soit bonne,
il faut qu'on se sente un peu en force dans le rapport de la négociation. Et c'est souvent délicat pour les grosses fédérations rugby. Là, demain, t'es le patron d'un équipementier, Philippe. Tu viens répondre à l'appel d'offres du 15 de France. Combien ça te coûte aujourd'hui d'habiller le 15 de France? Mais combien ça te rapporte aussi? Est-ce que c'est rentable, honnêtement, d'être l'équipementier du 15 de France? Ah ben forcément, ça doit être rentable. Mais encore une fois, tout ça est difficile à quantifier et donc il y a forcément du risque. Parce que tu sais ce que ça te coûte, c'est très facile. Tu sais exactement combien coûtent les dotations que t'es contraint de mettre dans la corbeille de la mariée. Tu sais combien va te coûter le financier tous les ans. Et les ventes, elles sont variables. Et malheureusement, elles sont très liées à la performance sportive, aux têtes d'affiche qui vont émerger dans ton équipe, à la façon dont le public va adhérer aussi à cette équipe-là. Tu vois, il peut y avoir des bonnes surprises. Le Coq Sportif prévoyait 8 à 9 millions d'euros de vente de maillots pour la Coupe du Monde. Ça a été 20 millions. Donc là, en l'occurrence, c'est une bonne surprise. Mais souvent, il y a des mauvaises surprises. Parce que les saisons se passent pas comme on veut, parce que l'équipe a pas de bons résultats, parce que le grand public s'identifie moins à elle, parce que le design des maillots plaît moins. Et là, forcément, il y a du risque. Donc, bien sûr que d'un point de vue commercial, ça doit être rentable. Mais c'est quand même toujours subjectif. Ça se joue à quelques millions d'euros. Et à l'échelle de gros équipementiers mondiaux qui ont des enjeux... Par exemple, quand vous regardez aujourd'hui les All Blacks, qui est la marque à part dans le monde du rugby, qui est en contrat avec Adidas à des niveaux qu'aucun autre club ou fédération sportive monde, du rugby n'a. C'est vraiment un autre monde que le 15 de France? Ah oui, c'est vraiment un autre monde, parce que c'est les seuls qui ont signé avec une marque qui s'appelle Fanatics, qui distribue à l'échelle mondiale les plus grandes marques du foot, et ils ont une stratégie de distribution, pour le coup, qui est mondiale, et c'est la seule marque du rugby qui dépasse complètement les frontières de notre sport. On peut voir des gens aux États-Unis porter des maillots des All Blacks beaucoup plus facilement que ceux de la France ou de l'Afrique du Sud, parce que cette marque à la fougère, elle a su dépasser les frontières de notre sport, et des gens qui ont aucune affinité avec le rugby peuvent sans problème porter un maillot des All Blacks. C'est moins vrai pour les autres équipes. Justement, quand on regarde un petit peu tout ça, toi Antoine, quand tu apprends que le 15 de France change d'équipementier, la première chose que tu regardes, c'est le maillot, ou ce sont les produits dérivés, donc les dérivés du maillot, donc les vestes, les polos. Est-ce que tout ça, ça compte tout autant que le design du maillot? Et est-ce que la marque, en l'occurrence, quand tu apprends que c'est Adidas, est-ce que ça éveille de la curiosité de savoir que telle ou telle marque, tu le sais, c'est un peu ce qu'elle va produire en termes de qualité et de design? Ouais, c'est le maillot. Honnêtement, ce que j'attendais le plus, c'était le maillot, parce que toujours ces débats qui peuvent être subjectifs ou objectifs, ça dépend, comme on dit, les goûts et les couleurs. Mais c'est vrai que les goûts et les couleurs, ouais. Ouais, c'est tes goûts et tes couleurs. Mais c'est vrai que quand t'entends quand même Adidas dans le rugby, il y a des références. Quand t'entends des Coq sportifs dans le rugby, c'est vrai que t'as un peu moins de références. Donc est-ce que en termes de standing, quand tu sais qu'Adidas va prendre le flambeau, ça a été annoncé quand même depuis un petit moment, tu savais qu'il allait forcément avoir de la qualité, parce que Adidas, c'est pas le rugby son sport numéro 1, mais elle a fait ses preuves. Elle sait que elle prend moins de risques dans le rugby que dans le football. Dans le football, Adidas a pu plus me déplaire, notamment sur certains designs. Là, j'attendais de voir, honnêtement, le maillot de l'équipe de France. Si demain t'entendais que Macron équipe le 15 de France, est-ce que tu te dis, ah mince, non, je suis moins fan de ce qu'ils font en produits dérivés, du coup tu perds de l'intérêt? Parce non, que ça au contraire, ça rentre en ligne de compte. Parce tout ça. Que justement, Macron, entre guillemets, pour ceux qui connaissent vraiment ceux qui sont dans le rugby, entre guillemets, dont je parle des clubs amateurs, qui sont dans les plus petits échelons, qui suivent le rugby depuis un moment, qui ont joué au rugby, ont peut-être 80-90% eu des équipements Macron, donc il connaît cette qualité-là. Et Macron, si ça avait été lui le prochain équipementier du 15 de France, j'aurais été dans pas forcément la même optique qu'avec Adidas, mais j'aurais été sur un gage de qualité aussi, parce que quand je vois ce qu'ils font, notamment dans les produits dérivés avec l'ASM, quand on parlait d'un club français, comme notamment le Soyou Angoulême, ou comme sélection nationale, on a parlé de l'Écosse, du Pays de Galles, ou également de l'Italie, ça reste quand même... comme le disait Philippe, un acteur qui depuis 2-3 années, on va dire, a réussi à step up, a réussi à vraiment s'imposer
dans le leader de l'entier et en tout cas arriver quasiment à la même échelle que des Adidas ou que des coques sportifs aujourd'hui. Donc moi, ce que je regarde en premier pour répondre à ta question, c'est le maillot et ensuite après les produits dérivés, parce que c'est pas forcément ce que le premier supporter va d'abord acheter, c'est d'abord le maillot qui va représenter son équipe dans le stade. Et très rapide, vraiment très rapidement, qu'est-ce qui rapporte le plus, le produit dérivé, c'est-à-dire les casquettes, les trucs comme ça, ou le maillot? Alors, c'est le maillot qui est la locomotive, c'est certain, parce que en prix moyen, c'est largement le plus important, surtout quand on achète les maillots officiels. Même les réplicas aujourd'hui se monnaient aux alentours de 90-100 euros en fonction des équipementiers. Donc, la locomotive, c'est le maillot. La locomotive, c'est le maillot. Et ensuite, il y a, en fonction des années, la qualité de certains produits, l'originalité, mais la locomotive reste le maillot. Et allez voir peut-être pour si vous êtes intéressé, la boutique en tout cas de la Fédération française de rugby commence à recevoir quelques produits de la part d'Adidas et franchement il y a des trucs très très sympas. En tout cas, après c'est mes goûts et mes couleurs et c'est toujours douteux sur les questions de maillot, vous direz Quentin Cabanis. On se retrouve quelques instants sur Sud Radio pour le Multiplex Pro D2. Merci Philippe d'avoir été avec nous. Salut les amis, bon match. Allez, à tout de suite.